Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'entretien du président de la République, du chef de l'État nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tchani, un entretien qui a duré plus de 5 heures, un entretien accordé euh, aux médias, à la radio-télévision du Niger. Et donc c'est un entretien de 5 heures, donc un entretien super long, comme je dis, avec un niveau de détail, avec tellement de questions, des questions plus ou moins pointues sur tous les sujets, euh, l'ensemble des sujets qui concernent en fait, qui concernent les citoyens nigériens. Et donc le président s'apprête à cet exercice-là et il va y répondre sans langue de bois, et ça pendant plus de 5 heures. C'est du jamais vu. Et à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'un président qui a fait un tel exercice. Et, euh, et franchement, quand on regarde les questions, on sent que c'est des questions des questions qui sont intéressantes, qui parlent des sujets vraiment qui inquiètent, qui inquiètent les Nigériens. Et donc le président y répond avec un tel niveau de détail. Et justement, ces détails-là, c'est ça que j'ai envie de souligner dans cette vidéo. On va voir quels sont ces détails qu'il donne. Et en fait, c'est un niveau de détail que je n'ai jamais entendu. En fait, le seul moyen de le contredire, c'est de venir montrer que les détails qu'il a donnés sont fausses. Mais vu le niveau des détails, c'est hallucinant. Et donc, on va voir toutes ces choses-là. Par exemple, on peut aller à la minute. Euh, on va avancer comme ça dans la vidéo de temps en temps, voilà, pour aller essayer en fait de prendre des détails que j'ai notés. Mais enfin, il- partout, cette vidéo, c'est une vidéo qui est remplie des pépites. Des pépites, il va te donner tellement d'informations, il va te donner des coordonnées GPS. En fait, GPS, et il faut savoir que, à ma connaissance, c'est le deuxième entretien qu'il fait. Et en fait, il sait très bien le faire. Et c'est le premier qu'il avait donné. Il avait donné des lieux avec des coordonnées GPS, des emplacements, des mercenaires, en fait, qu'on appelle des terroristes, mais qui en réalité sont des mercenaires des impérialistes. Et en fait, il va donner tellement de détails, et ce qui est surprenant, c'est qu'en face, en fait, tellement les détails, à mon avis, sont très précis, en face, pour se défendre, ils ne disent pas que. En fait, ils parlent pas des détails qu'il a dit. Ils disent, ouais, c'est pas vraiment, c'est pas vrai. Alors que, vu le niveau de détail qu'il a donné, par exemple, quand il donne les coordonnées GPS, je pense que le seul moyen de réfuter ces informations, c'est d'aller sur les coordonnées GPS et de montrer que c'est pas le cas. Alors lui, il peut pas y aller, puisque voilà, il donne des coordonnées GPS dans des pays où, voilà, des pays où, à mon avis, il peut pas y aller de manière sécurisée. Mais enfin, il dit à tout le monde, messieurs tout le monde, vous pouvez aller vérifier les informations que je donne. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il fait pas que vous dire et qui dire que ouais, voilà, ça. Non, non, il donne, euh, il donne tellement de détails que n'importe qui peut aller vérifier ces détails. Par exemple, on va suivre en fait, je vais avancer à chaque fois dans la vidéo pour montrer certains éléments, et, euh, et vous allez vous rendre compte en fait. 1944 à Filengue, on a collecté du miel, farine de. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils étaient où? De l'industrie du cuivre jusqu'en 1300. 1300, 14e siècle. Les Guinam Tessou était le fleuron de l'industrie du cuivre. Tous ceux qui se sont retrouvés dans le sud du Nigeria, les Ibo, les Yoruba, mais ils étaient où? Ils étaient dans l'Aïr ou dans le Abzin. Ils étaient dans la région de Ingal. C'est des faits historiques. Nous ne sommes pas rien. Il faut qu'on évite d'être divisés par des gens qui n'ont même pas connaissance. Ok, donc en fait, à ce niveau-là, il essaie il reparlait un peu de l'histoire du Sahel pour essayer de le. Et en fait, ce monsieur, il a une connaissance de l'histoire qui est tout simplement impressionnant. Mais enfin bref, donc il parlait de l'histoire pour montrer en fait à quel point le peuple du Sahel a toujours eu un impact majeur en fait dans le commercial mondial, dans le commerce mondial, et c'est des gens qui ont toujours eu des compétences. Donc là, il parlait de traitement de cuivre et tout ça. Donc voilà, ce qu'il essaie de dire ici, c'est nous sommes quelqu'un. Le peuple du Sahel, nous sommes un peuple fort historiquement. Donc, cette dignité-là, en fait, il faut que le peuple du Sahel apprenne son histoire et, et retrouve cette dignité-là. C'est de leur histoire. Je sais que parmi ceux qui le disent, et qui sont en Europe, et qui sont venus même après la Deuxième Guerre mondiale, en France, ceux qui jouent aux zélés aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, où on venait en aide même à la France, après la Deuxième Guerre mondiale, 1944, à Filengue, on a collecté du miel, farine de maïs, farine de mil, tissage. Lisez les mémoires de Kazende, ou bien approchez-vous du professeur Fermont, il va vous dire les villes françaises que les villes nigériennes ont parrainées après la Deuxième Guerre mondiale. On va nous traiter de mendiants.
Nous qui avons parrainé en 1940 et quelques, des villes françaises auxquelles on a amené l'assistance alimentaire. C'est des faits historiques qui sont là. Personne ne peut les camoufler. Vous avez beau les camoufler, on lit et on découvre et on vous dit. Le Niger n'est pas rien. Monsieur le Président, on va poursuivre cette grande interview. Vous avez souvent Voilà, c'est ce genre de choses qui sont. Et donc, en fait, là, ce qui souligne, c'est que voilà, parfois, on entend des récits, des narratifs mensongères qui peuvent dire que voilà, en Afrique, c'est des pays pauvres. Mais là, ce qu'il dit, c'est que ces pays qui sont dits pauvres, ils ont apporté de l'aide alimentaire aux pays français. Donc, c'est pour dire que ils sont pas pauvres. C'est des pays qui, certes, pendant une certaine période, ils étaient appauvris jusqu'à aujourd'hui, mais là, ça va changer. Et ils rappellent que non, nous, on n'est pas pauvres. Nous, on a aidé cette France, en fait. Nous, on les a aidés, on les a amenés de la nourriture, du miel, de quoi faire du pain, pour qu'ils puissent manger. Et du coup, ces personnes-là, ils ne peuvent pas venir dire qu'ils sont pauvres, que le Sahel est pauvre. C'est donc c'est ça, c'est ce qui souligne, mais avec des détails, il donne des dates, il parle de 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, et il donne des détails, il donne des sources, il dit allez lire tel auteur. C'est ça le niveau de détail qui est juste impressionnant avec ce président. évoqué la guerre de communication menée contre le Niger, ses institutions et ses autorités. De francs CFA au Niger. 500 millions pour les 100 000 actions, 500 millions TCA. Ce qui fait 1 milliard. À l'époque, Dona Amani ne s'est pas découragé, donc il a écrit à De Gaulle. Malheureusement, De Gaulle qui a abordé dans le même banque, c'est les banques qui vont créer au profit des Nigériens pour alléger les intérêts que certaines banques tirent, intérêts exagérés. C'est ça que je dis. Donc nous faisons des efforts. Il y a des bonnes perspectives. Ce président, sous votre magistère, la Société nigérienne des produits pétroliers Sonidep est devenue actrice à l'amont pétrolier. À quand le premier baril made in Niger? Ce que les Nigériens attendent. Oui, le premier baril nigérien, c'est les ressources financières. Aujourd'hui, ce que je viens de dire, si des opérateurs économiques nigériens se mettent ensemble pour accompagner la Sonidep, il y a des réserves avérées. Bilma, il y a des réserves de plusieurs centaines de millions de barils, ne serait-ce qu'à l'estimation la plus basse. Il y a le bloc numéro 5, il y a le bloc numéro 6, il y a le bloc numéro 7. Tous ont des réserves importantes. Imaginez que des Nigériens, comme je l'ai dit, s'organisent et s'entendent avec la Sonidep, oui, bien sûr, en reconnaissant les intérêts de chaque actionnaire. Mais le premier baril va sortir en 2026. Mais si les gens arrivent à s'organiser, oui, il va sortir en 2026. Voilà ce qui donne, voilà, il donne, là c'était une question par rapport au pétrole en fait le Niger c'est un pays tellement riche. En fait, l'uranium déjà c'est la matière, on va dire, la plus recherchée en termes énergie. En fait, l'uranium c'est le summum de ce qui se fait, hein. C'est une matière extrêmement qui a beaucoup de valeur. Et donc là, ils ont le gaz, là ils ont le pétrole. En fait, ils ont tellement ils ont tellement comment dire, de matières premières que voilà, j'ai envie de dire, ça va pas quoi en faire. Et donc là, ce qu'il dit, c'est que voilà, sous peu, en fait, du moment si en fait les acteurs se motivent, en fait, de 2026, on peut déjà avoir les premiers barils. Et je pense que moi, comme j'ai compris en fait cette partie-là, c'est que je pense que c'est un peu un appel. Comment dire, en fait c'est pas un appel à l'offre, c'est comment on dit, en fait ce qu'il dit c'est que s'il y a des gens qui sont prêts à investir en fait pour concrétiser ce projet, et ben ce projet peut partir. Et donc j'ai envie de dire, les investisseurs, ceux qui ont un peu d'argent, je pense que voilà, ils sont de vous dire voilà, c'est voilà, vous pouvez aller investir là. Ceux qui ont un peu d'économie, ceux qui ont réussi à mettre un peu d'argent de côté, quelques millions de CFA, voilà, vous pouvez aller vous présenter et investir tout simplement dans ce projet-là. Donc là, c'est ce qu'il dit ici. Donc c'est un peu un appel, je sais pas si c'est un appel à l'offre, je sais pas comment on dit, mais voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti cette partie-là. Que le commissariat à l'énergie atomique exploite votre uranium. Soyez reconnaissants envers les responsables du commissariat à l'énergie atomique. C'est pendant cette période découvert accidentellement de camions, puis des informations selon lesquelles de l'uranate aurait été vendu par le Niger à la Russie. Les travaux, puisqu'on ne parle plus de prospection, c'est déjà prouvé, il y a des réserves importantes, donc les travaux de production, d'exploitation. S'agissant de l'uranium, on a vu des images de camions, puis des informations selon lesquelles de l'uranate aurait été vendu par le Niger à la Russie. Qu'en est-il exactement, monsieur le président? Non, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu les images. L'uranium appartient au Niger. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Que ceux qui s'agitent continuent à s'agiter, mais nous avons choisi notre voie. Je vous ferai un peu l'historique de l'uranium au Niger. L'uranium au Niger a été découvert déjà en 1959.
lors des grands travaux de prospection dont j'ai parlé, au cours desquels on a découvert du cuivre pur à Tegbantès. C'est pendant cette période qu'on a découvert accidentellement l'uranium vers Azelik et vers Madawaïla. Un peu plus tard, Somaïr, voilà, et voilà Kominak. Donc, c'est pendant cette période, 1959. Le 24 avril 1961, déjà, ils ont signé un décret là-bas chez eux pour dire que la République du Niger et des autres républiques que je n'aimerais pas citer pour des raisons personnelles acceptent et facilitent aux forces armées françaises le stockage des matières premières et des produits stratégiques. 1961, le 24 avril. Dans l'intérêt de la défense, ils peuvent être amenés à limiter ou à interdire l'exportation. L'intérêt de la défense, pas de ces pays-là, pas du Niger. Oui. Dans l'intérêt de la défense française, le Niger va être amené à limiter l'exportation de ses ressources et de ses produits stratégiques. Ou interdire carrément. En 67, il faut voir les échanges entre Diori Hamani et Jacques Foccart ou quelque chose comme ça. Le 13 novembre 1967, Diori Hamani le suppliait de ne pas accepter que les responsables du commissariat à l'énergie atomique mettent en œuvre les conditions de pillage. Bon, il n'a pas dit pillage parce qu'il ne pouvait pas le dire, c'est moi qui dis le pillage. Les conditions de pillage de notre uranium. 2 jours plus tard, Jacques Foccart a répondu au président de la République, Diori Hamani, le 15 novembre 1967. Monsieur le Président, bon, même ça, est-ce que ce n'est pas entre griffes? Monsieur le Président, estimez-vous heureux que le commissariat à l'énergie atomique exploite votre uranium? Soyez reconnaissant envers les responsables du commissariat à l'énergie atomique, soyez reconnaissant envers les autorités françaises et remerciez le ciel pour cette grâce qu'il vous a donnée. Ça, ce sont des écrits qui sont là, qui sont vérifiables. Oui, il y a des mémoires. Diori Hamani a compris que ça ne va pas. Il ne s'est pas découragé. Il a écrit en novembre, le 20 novembre 1968 à De Gaulle pour lui faire part. Non mais arrêtez, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi son niveau de détail sur les dates? Non mais si. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il a lu son histoire. Voilà, il suit l'histoire. Mais c'est un niveau de détail, en fait, je suis à chaque fois. En fait, je suis juste impressionné, je devais faire une pause parce que c'est trop, le niveau il te dit la date, le jour, le mois, et, et franchement, je pense que si tu veux, il peut même donner la page du livre, quoi, c'est un niveau... Bref, je le laisse continuer avec l'historique de l'uranium. De ce que le commissariat à l'énergie atomique veut faire. Parce que dans le contrat, qu'est-ce qu'ils disent? Que le Niger ne va pas prélever de taxes. Il y avait une taxe qu'on appelait taxe spécifique sur les carburants. Le Niger ne va pas prendre ça. Le Niger va exonérer la CEA, donc la Somaïr. Le Niger va accepter de perdre 50% de taxes sur le bénéfice commercial et industriel. 50%. Oui. Le Niger va donner à titre honoré 100 000 actions à la CEA pour compenser les dépenses. Oui. Mieux, le Niger va exonérer à hauteur de 13% toutes les autres sociétés filiales qui travaillent avec la Somaïr. Et à l'époque, ça faisait une perte sèche de 1 milliard de francs CFA au Niger. 500 millions pour les 100 000 actions, 500 millions TCA. Ce qui fait 1 milliard. À l'époque, Diori Hamani ne s'est pas découragé, donc il a écrit à De Gaulle. Malheureusement, De Gaulle, qui a abordé dans le même sens que lui, apparemment n'a pas pu faire bouger les lignes, parce que le lobby est plus fort que De Gaulle. Il faut se dire les vérités. L'un de l'autre, ça n'a servi à rien. Et quelques temps après, en 1968, il y a eu le référendum anticipé, où De Gaulle a été remercié, et Georges Pompidou a pris le relais. Diori ne s'est pas fatigué, il a écrit encore à Pompidou. Pompidou lui a dit qu'on va corriger ces anomalies-là, pour être un peu diplomatique. Mais ça n'a rien changé. La CEA a fini par prendre les 100 000 actions, sans payer un franc. Mieux, il y a une compagnie allemande, Uhrengeschaft, à peu près, et puis italienne, Eni, qui avait, à l'époque, été très correcte avec Diori Hamani. Parce qu'elles ont accepté de payer chacune 52 388 actions. Elles ont accepté de mettre à la disposition de Diori Hamani, chacune, 1 milliard de francs CFA, remboursable avec un taux d'intérêt de 2,5% sur une période de 15 ans, avec 5 ans de sursis moratoire. 15 ans, 2,5% d'intérêt. Tout ça, les Français voient. Hein. Et ils se sont engagés à acheter chaque année 124 tonnes de la production par qui revient au Niger. Les Français n'avaient que, pour eux, un esclave, une colonie. Quel égard elle mérite? Ils ont persisté, ils ont maintenu. Et c'est dans ça qu'on était jusqu'à notre arrivée. Je vous ai dit, des Nigériens sont sortis, et pas des moindres, pour dire que notre uranium a moins de valeur que l'argile. L'argile, au moins, elle sert à faire des constructions dans nos campagnes. Mais l'uranium ne sert à rien. Autant laisser même les Français nous débarrasser de ce danger poison. Donc, pour vous dire la mentalité, Diori n'a pas eu bien de cause. Entre-temps, il y a la Cominac, où on a découvert qu'il y a de l'uranium. Là également, il y a une compagnie japonaise qu'on appelait Uranium Overseas, Uranium Resources Development Company Limited, URD, qui a signé avec le Niger un accord responsable où le Niger pouvait avoir des retombées. Les Français ont pris là également 45,5% des actions. Le Niger s'était retrouvé à 32%. Le 1er juin 1970, quand on signait l'accord entre URD, là, qui est une compagnie japonaise, Overseas Uranium Resources Development Company Limited, et la Cominac,
donc branche française, et l'État du Niger. Vous connaissez les termes de cet accord-là? Entendu que le commissariat à l'énergie atomique a des droits dans la région d'Arlit. Donc c'est comme ça que nous avons toujours maintenu notre pays dans la misère, dans la domination et dans l'expoliation de ses ressources. Le 26 juillet, quand nous étions arrivés, 26 juillet 2023, nous avions trouvé 156,231 tonnes d'uranium. 156,231 tonnes d'uranium. Sur les 156, la part qui revient aux Français qui font le tapage là, est de 63,4. Et ces mêmes Français là, c'est eux aujourd'hui qui réclament la paternité de plusieurs milliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'on était arrivé? L'hostilité, est-ce qu'elle était cachée? Les Français ont retiré tout leur personnel. Ils ont retiré la sécurité. Ils ont déconnecté. Déconnecté, je dis. Oui, tout ce qui est installation qui permettait de contrôle, puisque c'est à partir de chez eux, ils ont déconnecté. Puisqu'ils nous prenaient pour des oies sauvages et qu'on n'est pas en mesure de nous assumer. Ils ont déconnecté. Ils ont plusieurs fois envoyé des messages partout pour amener les opérateurs dans ce domaine-là, que le Niger est dirigé par des voyous et qui sont en train de piller l'uranium de la Somalie, donc l'uranium français. Or, ils savaient que ce qui leur revient faisait moins de 100 tonnes. Quand on va sur la base du calcul de 156,231 tonnes et les 63,4% qui leur revient. N'empêche, ils ont arrêté tout investissement, on n'en parle même pas. Nous avions dit, il faut qu'on rencontre le syndicat des employés de ce domaine-là, après avoir rencontré les différents responsables, notamment les DG et autres. Cette ressource va finir par être nationale. Il faut consentir des sacrifices pour montrer que l'effondrement que la France compte provoquer n'aura pas lieu. Ils nous ont dit qu'ils ont produit, même au temps de la colonisation, ce n'est pas maintenant où ils ont recouvré leur indépendance qu'ils vont s'arrêter. Ils vont consentir des sacrifices à l'État de les accompagner parce que c'est des pères de famille qui ont des charges. Et nous avons convenu d'un mode pour effectivement aborder dans ce sens. L'État a investi en plus 18 milliards et quelques et la Sopamine a investi 6 milliards et quelques. Donc 24 milliards et quelques. Et on a continué la production bon an, mal an. Avec des moments de production très basses pour des raisons logistiques et des moments de production acceptables. Et c'est là où nous avons produit ces quantités-là aujourd'hui que les Français qui pensent que nous sommes toujours dans les mêmes dispositions d'esprit que 1961. Continuent à réclamer ce qui revient de droit au peuple nigérien qui a investi de l'argent pour produire. Et c'est ça tout ce tapage qu'ils font. Ils ont écrit une première fois en septembre 2023, si vous vous rappelez, quand Molifi était venu ici, c'était pour nous accuser d'avoir vendu 300 tonnes à l'Iran. Ça, c'est les Français qui ont écrit pour envoyer aux Américains pour dire qu'on a vendu 300 tonnes à l'Iran en septembre 2023. Et ces mêmes Français qui n'ont pas honte vont revenir en mai 2024 pour dire qu'ils ont perdu le contrôle de la Somalie et pour déclarer l'arrêt total le 31 octobre de leur participation dans la production de la Somalie. Et conclure qu'ils sont dans le rouge en janvier, si vous vous rappelez, janvier ou février 2025, parce que depuis que la junte est venue, un seul gramme de l'uranium n'a pas été vendu. Vous dites qu'on a vendu en septembre 2023 300 tonnes, c'est pour vous dire. Ensuite, ils sont revenus, dernièrement, ils sont partis dire aux Américains que nous avions vendu les 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Chaque fois qu'ils savent qu'il y a un pays qui est en tension commerciale avec les États-Unis, c'est à ce pays-là qu'on va. Ils ont dit l'Iran, Molifi était venu, on lui a dit ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas, comme disent les gens, la langue dans la poche. Il n'y a que Allah qu'on craint. Elle est partie, on a vu ce que ça a provoqué. Encore, ils sont partis pour dire aux Américains que les 1000 et quelques tonnes, c'est aux Chinois. Or, vous savez, le bras de fer entre dans le domaine commercial. Oui, mais ce qui n'a pas empêché les négociations de continuer entre la Chine et les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas avec la France, parce que la France est convaincue que nous sommes des moins que rien et que notre uranium leur revient à 0 francs. C'est ça la différence. Donc, ils ont menti encore pour dire qu'on a vendu 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Bon, nous savons ce que nous faisons et nous n'avons pas besoin de nous justifier, surtout par rapport à quelque chose qui nous revient de droit. Quelque chose pour laquelle on avait investi quand même des sommes importantes. Dans la position où on est 24 milliards, c'est pas des cacahuètes. Donc, c'est ça l'uranium. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, à qui on a vendu, comment ça va partir. Ils nous ont même menacé pour dire si ça sort, ils vont utiliser leurs mercenaires pour attaquer le convoi. Ou si ça quitte Arlit, ils vont utiliser des mercenaires pour intercepter le convoi. Et même en haute mer, si ça embarque dans un navire, ils vont intercepter les navires. Ça, c'est les Français. Mais ça, c'est eux que ça regarde. Nous, on a que faire de ces observations. Nous avons fait un choix qui a certainement des défis à relever, mais nous sommes confiants parce que le peuple est avec nous et le peuple sait que tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, c'est dans l'intérêt des populations nigériennes. Donc les cris, les aboiements, les hennissements et autres beuglements ne peuvent pas nous changer, nous faire changer de trajectoire. Le plus important, c'est d'être sincère dans ce que nous faisons vis-à-vis de nos compatriotes. Le reste, leur état d'âme importe peu. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien, le Niger a investi, la France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, Inch'Allah. On va changer un peu. Non, je pouvais pas le couper en fait, je pouvais pas le couper tellement cette histoire, voilà, en fait il est linéaire, en fait il donne chaque détail, en fait on n'a pas envie de le couper, on a envie d'écouter toute l'histoire parce qu'en fait c'est très, comment dire, c'est très cohérent et il te fait toute une histoire en fait de façon linéaire, voilà, en 1960, en 1970 et donc voilà, je- j'ai pas voulu le couper, je voulais l'écouter jusqu'au bout. Donc on a compris en fait ce qui s'est passé entre les, voilà, les contrats, on va dire un peu
odieux hein, entre le un peu beaucoup odieux entre la France et le Niger où en fait la France euh, impose son impérialisme en fait même dans des contrats entre le Niger et le Japon on sait pas pourquoi en fait la France apparaît pour dire qu'il a le droit dessus. Et puis on comprend qu'en fait finalement par rapport à l'uranium que la France réclame en fait c'est seulement 60 quelques pourcents de 156 66 tonnes d'uranium donc c'est moins de 100 tonnes et ce qu'il disait c'est que si c'est ça voilà ils ont qu'à venir le récupérer et même ils peuvent le renvoyer pour dire qu'en fait la France il est là ils font tout ça en fait euh, pour effrayer pour effrayer les autres les potentiels investisseurs mais qu'en fait voilà ils ont rien là-bas qui leur appartient en fait non seulement en fait et même, combien même l'uranium aurait été déjà produit c'est l'uranium au Nigeria mais en plus de ça en fait non il y a pas d'uranium même s'il y avait 1000 tonnes d'uranium en fait ça appartient pas à la France puisque ça a été extrait sans l'aide euh, aucun aide de la France. Donc là, ils s'engagent à leur envoyer un peu moins de 100 tonnes, comme c'est ce qu'ils avaient, c'est à quoi ils ont droit en fait légalement en fait, vu que le reste qu'ils ont extrait après, c'est sur l'investissement du pays propre, sur l'investissement propre du Niger, et que euh, et que voilà. Mais je voulais vraiment pas le couper sur cette histoire. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avez apprécié donc tout cet historique-là, en fait, ça me permet de comprendre un peu la réalité, la vérité, ce qu'on voilà. Et même il disait pendant qu'il racontait son histoire, il disait que voilà, la France, ils mentent dans leur narration en fait, il est pas cohérent. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils n'ont rien vendu, ensuite ils disent qu'ils ont vendu 300 tonnes, vous voyez. Donc il dit que c'est pas cohérent. Il a tout expliqué. J'espère que vous avez bien suivi. Mais en fait, c'est ce, ce, ce général, il a un niveau, en fait, il a une connaissance historique incroyable, une mémoire, mais c'est incroyable. C'est une pépite, ce général. Et donc, le Niger a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme lui. Et franchement, c'est une bénédiction d'avoir une personne comme lui comme président, une personne qui connaît l'histoire, très très important, qui a une bonne. Qui est honnête et, et qui, en fait, qui est juste incroyable. C'est incroyable cette personne. Je pense qu'on peut le rapprocher, on peut ne pas, en fait, euh, on peut être contre lui parce que voilà, ce qui soutient, c'est contre ton intérêt. Donc naturellement, vous êtes opposant, mais par contre, quand on voit une personne avec des compétences, il faut l'admettre. Hein, il faut admettre ce mec, ce monsieur, excusez-moi, il est juste incroyable quoi. C'est un monstre, comme ils appellent. Et ça fait plaisir. Euh, voilà, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine.